David Lisnard est-il le sauveur de la droite? Va-t-on enfin avoir un vrai président ultralibéral en France? Cette hypothèse hante les rêves mouillés de pas grand monde, mais qui sont un petit peu surreprésentés dans la sphère médiatico-politique. Nous allons pouvoir parler de David Lisnard, de l'état de la droite en France, de l'ultralibéralisme. Alors les copains, autant vous dire que là, ça va être bonbon. Je vous le dis, au programme, on a des insultes envers Rima Hassan, on a un événement absolument ridicule où il essaye de faire le pseudo-Milei comme avait essayé de faire Bruno Retailleau. Malheureusement, je vous spoil, il n'y a pas de photo avec une tronçonneuse, mais ça ne saurait tarder. On va aussi avoir Jean-Marc Sylvestre qui est dans un état, le gars ne touche plus terre, il aime tellement David Lisnard qu'il a envie de se marier avec. Et nous allons reparler de qui est Jean-Marc Sylvestre. Nous allons faire de la paléopolitique, les amis, pour ceux qui ne connaissent pas ce charmant bonhomme. Vraiment, je vous le dis, le programme d'aujourd'hui, ça va être un énorme banger. Et pour ça, j'appelle mon ami Chris. Chris, comment ça va? Est-ce que tu es prêt à ce qu'on regarde la droite ne rien comprendre à l'état de la politique française en 2026? Bah ouais, j'adore. Parce que tu sais, quand là, vraiment, bah, tu le sais, c'est une question rhétorique, comme dirait Viktorovitch, le rhétoricien. Et oui, j'adore, ça me plaît. Et cette élection, ça va être un feu d'artifice de candidats. Voilà, ça, c'est les élections où il n'y a plus vraiment de sortants. Personne. Alors, en fait, il va y en avoir qu'un. Et c'est pour ça qu'à la fin, la prophétie le met devant. Il y en a qu'un qui est solide. C'est Mélenchon. Mais le bloc de gauche, autre que Mélenchon, il y a les Noisettes. Il y a le PS qui lui-même n'a pas encore son cheval, même si ça commence à se batailler entre eux. C'était d'abord Glucksmann, Hollande, puis il y a Valo, puis bon, ça bataille, mais voilà, mais donc il y a quand même des dissymétries. Le centre est explosé, la droite va y aller dans tous les sens, voilà, et même l'extrême droite, et nous on le dit, et pas raccord là, tu vois, avec Bardella qui passe du temps dans Paris Match avec, comment elle s'appelle, Maria Carolina de Bourbon et de Sicile. Voilà, excellent. Qui fait des petites blagues, quand elle est adolescente où elle se cache derrière des arbres sans que ses parents la voient pour faire boue aux passants. Voilà, donc on a fait une capsule. On a fait une capsule là-dessus avec Manu. On n'a pas le niveau de Zoé dans l'imitation bourgeoisie. Là-dessus, elle est. Aristocratie, s'il te plaît. Aristocratie, ouais, effectivement. Ouais. Je vais pas les rabaisser à leurs conditions d'indigents depuis la Révolution française. Mais voilà, entre donc Bardella qui joue ça, Marine Le Pen qui dîne avec Bernard Arnault pour essayer d'avoir... Vraiment, ça explose de partout. Et là, à chaque fois, on a des ozos, quoi. On a des candidats fun, quoi. Tu vois, Gramsci avait dit, tu sais, c'est quand un monde se meurt, on l'a souvent cité, et un autre tarde à apparaître, c'est la période des monstres. Là, on est plutôt dans la période des clowns. Ça me rappelle, moi, tu parlais de Jean-Marc Sylvestre, moi, ça me rappelle Alain Madelin. Tu vois, c'est l'ultra-libéral avant tout le monde, Alain Madelin. Lisnard me semble être un Madelin bis. Je l'avais vu chez Apolline de Malherbe dire oui, faut pas de racisme en France. En fait, mais je l'avais vu un peu vite fait, je me suis dit, tiens, en fait, il essaye de jouer une carte copée, quoi. Mais en fait, non, c'était pour attaquer la FI. Parce qu'on va voir qu'en fait, il est vraiment très raciste, du coup. Vraiment, lui, voilà, donc c'est... Est-ce qu'on attendait autre chose d'un maire de Cannes ouais. J'ai envie de dire. C'est vrai qu'effectivement, se faire élire à Cannes sans le racisme, c'est un peu compliqué, quoi. Je veux dire, le taux d'électorat pied noir à Cannes, c'est quoi? C'est 80%, je pense. C'est ça, je pense. Et c'est un peu comme rentrer dans un casino cannois sans nœud pape, quoi. Tu vois, je sais pas si ça marche, quoi. Tu vois, c'est bon. Donc voilà, on va regarder ça, mais oui, ça va être très intéressant. Et ça va aussi donner un petit peu le ton, on va dire, de l'inconsistance idéologique du bloc de droite, là, c'est-à-dire qui essaye de récupérer de l'électorat RN et un peu du centre, hein, voilà. Et donc, ils essayent de faire tout et n'importe quoi, du Trumpisme, du libéralisme, du milléisme, donc on va voir ça. C'est pour ça qu'à la fin, ils seront plusieurs, hein, parce qu'ils seront incapables de se mettre d'accord sur une vision du monde et un programme. Ça, je le précise, parce que c'est important à la fin. Que les gens arrivent à se mettre derrière même des contradictions. Dans la FI, il y a aussi des contradictions. Mais ce qui fait que tout le monde se range derrière Mélenchon, c'est déjà que le fond, la vision du monde et le programme est partagé par tout le monde. Et donc, le fait de désigner un candidat est presque secondaire. Mélenchon est vu comme le meilleur parce qu'il est historique, parce qu'il a plein de qualités de tribun dont on sait que l'incarnation présidentielle est importante, mais qu'en fait, c'est le dernier truc à choisir. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre à la fin, les gens qui vous disent c'est des problèmes de personne, machin. Non, une personne est évidente, c'est parce qu'en fait, le projet collectivement est cohérent. Voilà, nous, à la Brèche, tout le monde est d'accord sur le projet.
Bon bah à la fin c'est Zoé la chef parce que c'est évident. Voilà, Bien sûr. c'est tout pareil. Mais que le jour où il y aura vraiment des tensions entre les hollandistes et les valoïstes, ce sera peut-être plus difficile de désigner une chef. Voilà, bah, ou un chef. Et vraiment, je fais une blague là-dessus, mais c'est très très important. Le sujet de la personne est toujours secondaire. C'est toujours les sujets politiques de fond et de vision du monde qui créent des dissensions au sein des partis. Quand tout est cohérent, à la fin, on se met d'accord sur un chef parce qu'on comprend que la division pour un tel ou un tel va casser la vision du monde et casser la potentialité du programme de conquérir le pouvoir. Et ça, c'est ce qu'on ne veut jamais. Voilà. Quand à la fin, effectivement, on n'est pas d'accord sur le programme, la droite n'en a plus. Pareil pour le PS, on n'est pas d'accord sur la vision du monde, à qui il faut parler, comment... Bah effectivement, un tel dit ça, ça m'intéresse, je vais avec lui. Un tel dit ça, ça m'intéresse, je vais avec lui. Voilà. Et c'est pour ça qu'à la fin, il y aura plein de candidats de droite parce qu'en fait, ils n'ont aucun programme. Exactement comme il y aura plein de candidats de gauche, les Noisettes, le PS, etc. Parce que ces gens-là n'ont pas non plus de programme. Voilà. Parfaitement, mon cher Chris. Et donc, nous allons plonger dans David Lisnard. Alors, au sens figuré, évidemment. Voilà, nous restons, on va dire, de manière très platonique, relativement loin de David Lisnard. Je vous fais un petit point sur d'où parle le camarade très rapide. Petit point car David Lisnard. Au sens... Bien sûr. Ironique du terme, voilà. D'où parle le camarade David Lisnard. Donc David Lisnard, maire de Cannes, comme on vous l'a dit, et président de l'Association des maires de France. Et ça, c'est un vrai bail, les copains. L'Association des maires de France, c'est vraiment l'endroit où ronronnent des politicards de droite, mais depuis, je sais pas, à 60 piges, quoi. Le mec qui était à son poste juste avant lui, c'était François Baroin. Vous voyez un peu le délire. Et avant, c'était Jacques Pélissard, un espèce de vieux député. Tu sais, le mec a été député pendant 30 ans, député de droite et tout. Enfin voilà, c'est vraiment une planque pour gars de droite, l'Association des maires de France. Déjà, dans les maires de France, il y a 25% de paysans. Donc, c'est des gens, ils sont déjà en 1930 dans leur tête, alors qu'il n'y en a que 1% dans la vraie vie. Mais donc, t'imagines, quand t'es à l'Association des maires de France, t'as un rapport politique totalement différent de la réalité sociale, quoi. C'est significatif. C'est ça. Et il est vraiment d'une famille cannoise historique, en fait, Lisnard. Son arrière-grand-père, qui était déjà patron à l'époque. Et oui, c'est comme quoi, c'est vraiment de père en fils depuis des générations et des générations d'être de droite. Alors, je sais pas, peut-être que c'était un entrepreneur du BTP cannois de gauche. Peut-être que ça existe, mais je pense pas. Alors, il a construit le cœur historique de Cannes, figure-toi, Suga, l'arrière-grand-père de David Lisnard. Après, ses grands-parents tenaient un hôtel à Cannes, etc. Enfin, tu vois, c'est une dynastie de la petite bourgeoisie cannoise. Tu vois un peu le délire. Donc voilà, lui par contre il est un petit peu attaché à Limoges parce que son père a fait du foot un peu, il joue à Limoges. Bon voilà. Et donc, maire de Cannes, machin, il a barboté dans tous les trucs des Républicains qui avant s'appelaient l'UMP. Il s'est fait placer dans des endroits, donc il a soutenu Chirac en 95 face à Balladur. Bon choix de cheval. Ça, voilà. Il a beaucoup soutenu Fillon, c'est quand il a gagné la primaire, etc. Il a été un des porte-parole de François Fillon, qui était vraiment, enfin je pense dans l'histoire récente de l'UMP, qui était le programme le plus libéral, je pense, qui avait été produit par l'UMP. Pécresse, c'était pas mal quand même, mais Fillon, c'était vraiment un délire. On a dit dans une dernière capsule que je pense que tu n'as pas vu, Zoé, parce qu'on l'a tournée récemment et qui n'est pas sortie, donc vous la verrez. Mais on dirait qu'il faudrait qu'on fasse une capsule Back to 2017, parce qu'on parlait justement de la façon dont Paris Match vendait Bardella avec Maria Carolina, comme tu le fais si bien, nous vendre, tu sais, le couple jeune, un peu comme on faisait Macron. Et c'est vrai qu'en 2017, on avait le début d'un éclatement là, des blocs, des grands partis, UMP dont tu parlais et PS. Et effectivement, l'UMP s'était reconfiguré autour d'un Fillon. Des gens, on va dire du centre, étaient attirés par le profil Macron. Et d'ailleurs, beaucoup de grands patrons avaient poussé à voter Macron. Bernard Arnault a soutenu Macron bien plus que Fillon. Et donc, Fillon s'était recroquevillé sur une espèce d'espace petit bourgeois, là, vraiment libéral conservateur. Et il était pas loin de passer au second tour. On se rappelle, c'était ces affaires de casserole à l'époque, la Pénélope et tout, qui l'ont un petit peu empêché. Mais tu te dis, il y a un monde où effectivement Fillon est président en 2017. La trajectoire de la France aurait été vraiment différente et pas pour le mieux, je pense. Voilà. Donc voilà, donc soutien de Fillon. Et ensuite, en 2018, une meuf qui a vraiment le nez en politique, qu'on appelle Valérie Pécresse, lui propose de rentrer, tu sais, dans un des micro-partis rattachés aux Républicains, il y en a plein, qui s'appelait Libre, point d'exclamation. Voilà, déjà rien que le nom. Ou il peut aussi s'appeler Soyons libres. Voilà, donc vous faites comme vous voulez avec ce micro-parti, mais déjà juste sur le nom, vous savez que c'est de la
Donc voilà, et ensuite, donc il barbote, etc. Bon, comme vous le savez, ça ne se passe pas très bien pour Valérie Pécresse à la présidentielle 2022. Elle a beau faire des discours extrêmement poignants. La France demande du courage. Ce courage, je l'ai. Alors, debout! Finalement, elle se banane complètement. Elle ne passe même pas la barre des 5%, ce qui permet à Marine Le Pen d'être plus haut que ce qu'on pensait et donc qui fait perdre Jean-Luc Mélenchon. Je vous rappelle que Jean-Luc Mélenchon, en 2022, ne perd pas le premier tour, ni à cause de Fabien Roussel, de ses 2,5%, ni à cause de Jadot, ni à cause de tout ça. C'est littéralement Valérie Pécresse qui a été trop nulle et qui a permis à Marine Le Pen d'être un peu trop haut. C'est ça la vérité. Voilà, voilà. Et donc ensuite, il crée le parti Nouvelle Énergie. C'est vraiment mais que des bonnes idées. Hein. Nouvelle Énergie, donc vous vous dire, est-ce que c'est mon nouveau fournisseur d'électricité qui va faire monter ma facture de 40% après avoir essayé de m'appâter avec des prix un peu bas de lancement Nouvelle Énergie, eh bien non. c'est vraiment les gars qui t'appellent à 20h11. Tu sais, c'est cette IA qui t'appelle à 20h11 et qui dit « Allô ? Allô ? Oui, c'est Sandrine, ça a raccroché !» Et t'es là et tu sais que c'est une IA au départ, tu te fais avoir. Et c'est vraiment pour attraper les boomers, tu sais, genre, je connais pas de Sandrine et tout. Nouvelle Énergie, c'est ça pour moi. Donc le parti Nouvelle Énergie de David Lisnard a exactement la même cible marketing, c'est-à-dire des boomers un peu teubés qui ne se sont pas tout à fait actualisés sur l'état du monde et notamment l'état du néolibéralisme. Voilà où nous en sommes avec David Lisnard. Et donc là, l'actualité brûlante, c'est que David Lisnard a annoncé qu'il se présentait à l'élection présidentielle 2027. La France est en joie. Je veux dire, moi, j'ai vu des scènes de liesse chez moi. J'ai vu des gens, tu vois, des femmes courir seins nus dans la rue comme ça, là, disant oui, David Lisnard et tout. Donc voilà, le peuple n'attend que lui. Bah ouais, moi aussi, j'étais trop content. J'ai repris des moules, comme dirait l'autre. Ceux qu'on la rêve. David Lisnard, son destin, la France, une rencontre, une victoire. C'est parti. Alors, désolé les gars, moi je me mets à faire la com de David Lisnard parce que j'ai l'impression que son équipe est pas au top. Vous allez voir, on va regarder ça. L'équipe est pas dingo, donc voilà, moi je me permets d'apporter ma modeste contribution parce que je vous rappelle que nous, plus la droite est éclatée, plus ça nous fait plaisir. Donc vraiment, go David Lisnard, on est derrière toi. On veut que tu ailles taper tes 4%, s'il te plaît, fais-le. Ce qui est marrant, c'est oui, t'as dit éclaté. J'ai même pas compris. Au sens du graphique et de la prophétie, c'est éclaté dans les deux sens du terme, c'est éclaté au sol quoi. Ouais. On y va. Et donc, on commence. Le premier extrait, c'est vraiment... Mais on commence, j'ai envie de dire qu'on commence déjà avec un énorme poulet. On commence avec David Lisnard qui a fait une soirée à Paris, dans le 17e, où il invite ses soutiens et il va vraiment faire un happening pour que la France puisse connaître le fond de sa pensée. David Lisnard a décidé d'en finir avec la bureaucratie. Oui, messieurs, dames, le gars qui a barboté dans tous les vidéos politiques depuis 30 ans, etc. Moi, j'aimerais bien qu'on aille mettre le nez dans les comptes de la mairie de Cannes. Je suis sûre qu'il n'y a aucun problème, aucune histoire de machin, de facturation un peu chelou, de, tu vois, les marchés publics et tout. Tout doit être super clean. Il n'y a aucun doute là-dessus. D'ailleurs, je me permets de dire que ça doit être clean comme Nice. T'as vu quand même, Chris, que Ciotti a annoncé qu'il allait vendre le siège de la communauté d'agglomération de Nice, qui se trouve dans le 7e arrondissement de Paris. Ouais, mais les vrais Niçois sont à Paris quand ils bossent. Ils vont à Nice pour... tu vois les gars, ils ont un siège. Alors, le truc est dans le quartier de Paris qui vaut 15 000 boules le mètre carré. Tu sais, le truc doit valoir 7 millions. Ouais, c'est ça. C'est ça. À Paris. La communauté d'agglo de Nice, bah oui, où est le problème, je ne vois pas. Bref, maintenant, donc, voilà. Avec le train, ça se fait vite. Franchement, c'est la périph. C'est vrai. C'est juste derrière le périph, Paris pour des Niçois. C'est exactement ce qu'a dit Christian Escrosi. Escrosi, t'as fait exprès ? Oui, bien sûr. Ah oui, d'accord. Éric Ciotti et Christian Escrosi, on est bien dans la politique à Nice. C'est les vrais, ça. Donc alors, nous décalons de quelques kilomètres, c'est Cannes, c'est David Lisnard. Alors attention, l'équipe de com de David Lisnard ne sait pas gérer le son par rapport aux paroles des gens. Donc vous allez voir, le son est très fort et les paroles sont très basses. C'est pas de notre faute, c'est l'équipe de com de David Lisnard qui est pas encore au taquet sur la technique. Ils veulent virer beaucoup de gens, mais ils ont viré les communicants aussi. Voilà. Ah, le code de l'urbanisme, broyé. Voilà, le code de l'environnement. Le code de l'environnement, madame la députée. Code de l'environnement. Donc là, on est dans une salle éclairée au néon, déjà, voilà, avec une table basse, style design, peut-être un peu cher quand même, hein, un plateau de verre. Je suis même pas sûre, Chris. Je suis même pas sûre. Et vraiment, là, ils s'amusent. Alors, ils ont mis une broyeuse à papier.
Oui. Ils ont une petite affiche. Regarde, on voit même le scotch là. Oui. Vraiment, Non, c'est genre. tout est bien, tout est trop bien. C'est Vraiment. vraiment le. Moi, je fais confiance à David Lisnard pour gérer les problèmes géopolitiques de la France. Hein. Quand je vois ça, je me dis, ça c'est pour nous. Vraiment, le petit scotch, la petite affiche A3 là, en finir avec la bureaucratie. Donc tu sais déjà que ça a été fait. Tu vois, genre l'affiche a été faite par une IA, par ChatGPT. Hop, le truc imprimé. 3 scotch sur la broyeuse, la pub pour la broyeuse HSM, et on y va, on broie des codes, voilà. Donc là, on a broyé le code de l'environnement déjà pour commencer, et on continue. Ça se trouve, il y a des communicants, ils se sont dit, on pourrait pas prendre les codes en entier, en prendre plein, et les brûler. Et là, il y a un gars qui lui a dit, peut-être pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faudrait que tu ouvres un livre d'histoire, Cyril Kevin. Voilà. Tu vois, ce serait quand même... Ça passe mal en général. Voilà. Mais je sens que l'idée était là. Et donc voilà, donc ils vont brûler des codes. Donc la code de l'environnement. Voilà. C'est vraiment le premier qu'il fallait tuer, je pense. Nous, on aurait pensé par exemple le code du notariat, par exemple. Il y a là ces trucs indus, tu vois, des notaires. C'est vraiment le truc inadmissible. On peut prélever les riches sans justement créer une petite bourgeoisie notabiliaire. Mais il l'a pas fait. Parce que je pense que c'est son électorat. Donc là, par contre, le code de l'environnement, c'est-à-dire ce qui va faire quand même en sorte d'éviter de... Et pourtant, on parle là du code de l'environnement, c'est-à-dire une vision néolibérale pour ne pas saccager la planète. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Non, ça va. Personne ne tremble. Hein. Et le code de l'environnement ne résoudra pas les problèmes. Voilà. Donc il va quand même s'attaquer à lui. Écoutez, broyé. La loi SRU. La loi Qu'est-ce qu'on broie ? SRU. La loi SRU. Voilà, les lois de renouvellement urbain. Tout ça, c'est des choses néolibérales, hein, on est d'accord. Mais en plus, ce qui est marrant, c'est qu'ils sont incapables de penser que toute leur idéologie va dans l'ordre de ces codes-là. En fait, c'est toute leur idéologie néolibérale qui est obligée de fabriquer de la codification des lois, etc., pour tenir un marché qui, s'il n'était pas là, exploserait complètement comme il a explosé dans les années 20, dans les années 30. Vraiment, ces gens-là veulent revenir à un état du capitalisme. Non mais Chris, les libertariens ne comprennent pas ça, tu le sais. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris qu'en fait, ils sont encore au 19e siècle et que à chaque fois qu'on a essayé de faire de la manière dont eux veulent qu'on fasse, c'est-à-dire on fait comme si on vivait dans le pays de oui-oui et quand tout le monde est totalement libre, et ben en fait ça se passe bien. Voilà, c'est la pensée libertarienne. Je vous rappelle que la pensée libertarienne, c'est pas de règles, pas de lois, concurrence libre et non faussée. Et par la main invisible du marché, comme ça tout va bien. Donc ça nous a amené à des trucs au 19e siècle, des crises de surproduction de zinzin, c'est où on faisait tourner les locomotives avec du café, on a fait des guerres mondiales et tout. En post-seconde guerre mondiale, il y a des mecs qui ont dit alors, on va continuer à se faire du gros pognon, mais par contre, on va adosser ça à l'État pour que ça nous stabilise un peu le truc et qu'on puisse faire du pognon de manière un peu plus durable sans avoir besoin de buter 20% de notre population dans des grosses guerres pour se refaire à chaque fois. Ce qui ne va pas marcher non plus. Mais du coup, t'as vraiment des David Lisnard qui sont là en se disant « Ouais, mais non, en fait, moi j'ai envie qu'on revienne à la version d'avant et tout. » Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. C'est incroyable. Aïe, aïe, aïe. Et donc, vite fait, la loi SRU, c'est la loi donc solidarité et renouvellement urbain. Et c'est un truc notamment qui allait vers une densification des villes, etc. C'est un peu ça le principe, quoi. Ouais, je reviens sur le néolibéralisme, parce qu'il faut bien comprendre ça, c'est que ces gens-là n'ont pas de culture. En fait, ils sont à lire des écrivains libéraux, alors soit des classiques, soit des néolibéraux, mais qui sont eux-mêmes, on veut dire, qui n'ont pas vraiment compris ce qu'était le néolibéralisme. Hayek, enfin Hayek c'est un peu, voilà, où ils vont lire des précédents Mises, ou voilà, mais vraiment des crétins, et ils ne connaissent pas l'histoire même du vrai néolibéralisme, c'est-à-dire Lippmann, le congrès Lippmann, etc., les croisements qu'ils peuvent avoir avec Keynes et tout, c'est-à-dire des gens qui comprennent qu'en fait, la main invisible du marché ne fonctionne pas. Le congrès Lippmann est fondateur là-dessus, lisez Serge Audier là-dessus, qui est plutôt quelqu'un d'une gauche molle, hein, voilà, mais qui est intéressant là-dessus. Le congrès Lippmann est un congrès fin des années 30 à Paris, avec vraiment tous les économistes et ensuite les économistes qui donneront le néolibéralisme. Et le constat des néolibéraux, c'est de bien comprendre justement le fait qu'ils voient que la main invisible du marché les a emmenés à la catastrophe, la crise des années 20 et même la montée du communisme. Voilà, ils en arrivent là. Et ils comprennent que la planification, c'est-à-dire le fait de créer un marché artificiel via un nouvel acteur public, l'État, va être nécessaire. Longtemps, les libertariens se sont opposés à l'État. Et cette phrase très connue qui disait tout ce que l'État peut faire dans l'intervention économique, c'est de ne pas intervenir. C'était vraiment leur vision. Voilà. Et donc, l'État devait être que policier, juridique, mais surtout ne pas être un acteur économique. C'est le fondement même de la vision bourgeoise
fétichiste. C'est de séparer la sphère politique de la sphère économique. C'est ce que Marx écrira. C'est pour ça qu'il appellera ça l'économie politique. Voilà, c'est justement aussi pour leur ramener à ça. Donc voilà, donc on a des libéraux qui se trompent partout, qui sont incapables. D'ailleurs, vraiment, typiquement, les économistes, les présidents américains qui écoutaient les économistes libéraux après 29 ou dans les crises des années 20 qui montaient déjà avant le krach boursier, font n'importe quoi. Ils écoutent les libéraux en disant faisons de l'austérité, et c'est pire en pire. Et il faudra Roosevelt et Keynes commencent à dire non, injectons de la liquidité, mais de manière un peu même empirique. Quand vous suivez l'histoire de Roosevelt, c'est super intéressant. Il dit, mais je comprends pas ce qui se passe, mais quand on injecte de l'argent public, quand on prélève, écoutez bien, tranche d'impôt marginale à la fin, 100% de prélèvement sur les riches sous Roosevelt, tu vois, donc Let's go, camarade Roosevelt. Voilà, Roosevelt qui aussi a fait on en reparlera, la fameuse loi Lohan, c'est-à-dire de rachat des crédits immobiliers pour éviter que les gens perdent leur maison par la hausse des taux d'intérêt qui était constant par les libéraux. Voilà. Le New Deal est une façon empirique de dire, mais en fait, quand on met de l'argent public, en fait, on fait relancer la machine et on fait baisser le chômage et tout. Et donc ça, à la fin des années 30, les néolibéraux commencent à essayer de faire l'inventaire en fait, du libéralisme et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et ils comprennent une chose fondamentale, l'État ne doit pas être un acteur économique au sens collectif. Pour faire des choses, pour planifier, pour empêcher justement l'enrichissement personnel. Ça, ils le voudront jamais, les néolibéraux se battront contre ça, mais ils vont comprendre pareil, que l'État va leur permettre de fabriquer ce fameux marché qu'ils pensaient naturel de manière artificielle. Et c'est pour ça qu'ils fabriquent énormément de lois de régulation. Parce qu'en fait, ils savent très bien que si vous laissez le marché à lui-même, ça se reconcentre et ensuite, ça éclate les capacités d'accumulation économique. D'où les lois de non-concurrence, d'où les codes, les machins, les normes et tout. Donc vraiment, les néolibéraux sont beaucoup plus intelligents que les libéraux et les crétins libéraux qui sont pro-Lisnard ne comprennent pas l'histoire économique même de leur tradition, c'est-à-dire de comprendre que l'État est une nécessité absolue, même si ça les fait chier, même si c'est une contrainte, il est comme l'air sous les ailes des oiseaux, il n'est pas ce qui contraint d'aller plus vite, il est ce qui permet simplement de voler, quoi. Voilà, et vraiment c'est... Ben voilà, ils sont dans le fétichisme absolu et Lisnard en est vraiment l'exemple typique. Milei en est un exemple absolument typique aussi. Voilà. Désolé pour cette digression, mais voilà, le néolibéralisme aujourd'hui arrive aussi en crise. Parce qu'en fait, à la fin, de toute manière, tout finit par quand même se reconcentrer et il ne peut plus non plus continuer à faire du profit, même avec ces techniques d'État, parce que le profit se tarit, la baisse tendancielle du taux de profit, en fait, ce que va faire l'État néolibéral, c'est qu'il va commencer à recontracter les dépenses qu'il fait dans l'État pour pouvoir maintenir son marché, maintenir la consommation, ce qu'on appelait le welfare state, etc. Et donc, à la fin, il recrée une crise libérale du capitalisme et on est plongé dedans. Voilà. Allez, là, vas-y, fais-toi. Voyez, c'est lequel celui-là? Code de la construction et on n'a même pas eu le temps de lire. Le code de la construction et de l'habitation. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que l'autre, il dit, Lisnard, il dit, c'est quoi celui-là? C'est genre, moi, imprimer des pages. Il existe vraiment. Broie-le. S'il n'existe pas, ils vont finir par l'inventer. Donc, les technocrates, tu vois, voilà. Alors, la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et constante, différentes mesures de simplification de l'action publique locale. Voilà, d'aller broyer, parce qu'on sait qu'en fait... Allez, broyer, et voilà. Allez, la décentralisation. Pour le coup, la décentralisation, c'est typiquement un truc néolibéral, de libertarien. C'est justement de faire un truc, chacun fait comme il veut, tu vois. Nous, on serait prêt à le broyer avec Zoé. Nous, on est des communistes jacobins, donc des centralistes démocratiques. Donc effectivement, à la fin, ce qui est bon pour l'un s'applique aux autres, quoi. Et vraiment, quand on disait tout à l'heure, ils n'ont aucune idéologie, quoi. À la fin, ça va être quoi ? Le code de la commande publique qui fait qu'on paye tout 30% plus cher. Ah, ça c'est intéressant, t'as entendu ce qu'il a dit ou pas? Oui, le code de la commande publique qui fait qu'on paye tout 30% plus cher. Alors, il y a un vrai bail là-dessus, sur le fait que les boîtes surfacturent, dès qu'il s'agit de vendre au public, les boîtes surfacturent de fou et tout. Il y a un vrai bail dessus. Mais c'est pas le fait du code de la commande publique, c'est le fait. C'est juste le fait qu'ils savent que vous êtes un payeur. Mais oui. Comment dire, qui a énormément de moyens. C'est exact. Ils font exactement pareil. Tu sais, moi j'avais un pote qui faisait des travaux de rénovation dans les baraques, voilà. Il travaillait dans une boîte qui faisait des agrandissements en bois, là, des extensions en bois modulaires. Ouais. Et il dit, moi, quand j'ai commencé à bosser, mon patron, il me dit, de toute façon, quand tu arrives chez un client, donc lui faisait plutôt des clients qui avaient un peu les moyens, enfin, c'est des trucs qui coûtent à 50 000 euros et tout, tu vois.
Et il lui dit premier tour, tu fais genre, tu regardes la maison en entier pour faire genre, c'est important de tout comprendre, voilà, pour voir comment ça va se mettre, etc. Mais ce que C'est tu pour checkes, savoir si les gens ont de la thune ou pas. c'est ça, mais tu checkes Bah oui. s'il y a une Audi A4, Bah oui. s'il y a 2 télés, s'il y a une piscine, etc. Évidemment. Et là, comme ça, tu sauras comment faire le devis, quoi. Donc, je te le dis tout de suite, David, on va quand même continuer de payer plus cher et voire encore plus sans code de commande publique ou quoi que ce soit. Parce que nous, on sait comment faire baisser les prix. Il ne faut pas laisser aux bourgeois, aux petits patrons, le fait de les gérer eux-mêmes. Voilà, donc on va décider les prix, et pas que pour le pétrole. Hein. Donc, non. voilà. Non, on va décider les prix pour tout. Voilà, et surtout sur la commande publique. Et surtout sur la rénovation urbaine que tu viens de broyer juste avant, voilà, parce qu'il y a des gens qui se sont fait des couilles en or avec vos dispositifs néolibéraux, là, qui balançaient des crédits d'impôt, c'est-à-dire au détriment du collectif, pour surfinanciariser des artisans bidons qui te vendaient de la laine de verre à 6 fois son prix, alors que ça ne faisait pas forcément les mêmes qualités thermiques dont on avait besoin. Enfin, vraiment, oui, on va reprendre le truc, mais ça va pas se faire comme tu as dit. On va faire un code de la commande publique planificateur avec prix régulé. Tu vas voir, ça va très bien se passer et on va payer moins cher. Hein. Voilà, ça sera... de voilà. fou. De fou. Tu n'es pas prêt, David. Demande-nous, David, si Voilà, vraiment c'est tu sais pas comment gérer, quoi. Broyer aussi. J'aimerais bien comment les petits artisans vont voir ça, c'est genre le commande. Alors ça veut dire quoi qu'il a broyé le. Tu sais qui vote pour lui. Ça veut dire quoi? Attends, mais on Ça va veut dire pouvoir qu'on peut continuer à surfacturer de ouf ou pas? Est-ce qu'on va pouvoir continuer? Parce que attends, moi je leur ai vendu le chantier 80% plus cher que ce que je le vends d'habitude. On peut toujours, David, ou pas? On peut faire Il y a 120 moyen ou pas? Parce que moi c'est ça Parce qui que m'inquiète quoi. Attends, moi je comprends pas. David Lisnard, il m'avait reçu dans son bureau avec tous les mecs de la Fédération du bâtiment et tout pour nous dire t'inquiète, machin. Qu'est-ce qui est pas ça? Ah, vous comprenez, Madame Zoé, un gars qui vous fait ça à 7000, c'est pas un gars sérieux, voilà. Ah bah non. Effectivement, moi je vous le fais à 18 000. Allez, pour vos beaux yeux bleus, je vous le fais à 17 ou à 16. Mais je peux pas descendre en dessous, parce que sinon c'est pas du boulot. J'aurais honte de pratiquer un boulot comme ça, moi. Donc, vous pouvez y aller avec l'artisan qui fait ça à 5000, vous pouvez y aller. Mais si c'est pour revenir pendant tous les ans, pendant la décennale, c'est votre problème, c'est pas le mien. Tu vois, moi je fais mon métier correctement. Ouais. Eh, les doudounes sans manches, là, on va s'en occuper. Petit bail, tu vois, pareil de communication. Pourquoi il fait ça sans doudoune, sans manche? Voilà, nous, C'est vrai. tu vois, David, normalement, David, là, tu aurais dû le faire en doudoune sans manche, tu vois, Bah avec oui. un petit badge. Je suis fier d'être maire de France. Tu vois, un truc à la con comme ça, quoi. Non, là, t'arrives avec ta tenue de Cour des comptes. C'est vraiment l'inverse de l'image que tu veux donner, David. Là, ça va pas, oui, ça va pas. n'importe quoi. Voilà, vive la liberté. Merci à vous. Let's go. Vive la liberté. Donc, et puis le son de Teuf, là, c'est vraiment... Non, c'est... ça c'est du son ultra classique de short de droitard. Ils mettent ça me tous casse ce les son-là. oreilles. Oui, c'est. Voilà, donc David Lisnard, donc, c'est un libéral à l'ancienne, libertarien, donc qui ne comprend rien à l'économie, hein, on vous l'a rappelé, voilà. C'est aussi un gros racelard, comme on l'a précisé, mais c'est vrai qu'effectivement, moi j'étais plongé dans le graphique, etc. Mais c'est aussi un gros racelard, bah oui, parce qu'il est de Cannes, voilà. Donc là, on a vraiment un double tweet, on a un QRT de Lisnard, qui est QRT, on va dire, je pense, la plus grande menteuse de France, la plus grande fabricante de mensonges, de complots. C'est vraiment le pire du pire, a.k.a. Caroline Fourest. Voilà, c'est vraiment... Ouais. Moi, ça fait depuis... Tu te rappelles le grand moment 2005, Tariq Ramadan, Caroline Fourest, Nicolas Sarkozy sur le plateau de France 2, là. Le moratoire, là, le moment du... Vraiment, c'est... T'as toute l'énergie, là, du printemps républicain, des racelards dits de gauche, là, Marianne, printemps républicain, Charlie Hebdo, là, tous ces gens qui ont fabriqué l'islamophobie en étant complotistes. Ces gens-là, ce sont les plus grands fabricants de complots du monde. C'est parce qu'ils fabriquent du mensonge qu'il y aurait, soi-disant, un complot islamiste. Là, les Florence Bergeau-Blecker. Là. D'ailleurs, allez voir la vidéo de Padu sur elle, c'est très intéressant. Donc, on a Caroline Fourest qui, dans sa continuité de raconter des mensonges, parce que ça a été aujourd'hui, 10 avril, quand on tourne, ça a été débunké la veille. Il n'y avait pas de drogue ni dans les urines, ni dans nulle part dans la garde à vue de Rima Hassan. Mais le 2 avril, Caroline Fourest avait balancé qu'il y avait de la drogue de synthèse dans le sac de Rima Hassan. Elle ne s'est C'est pas ça. excusée. Voilà.
Et là-dessus, David Lisnard dit non seulement pro-terroriste et anti-républicaine, alors il a mis un S à pro-terroriste, David Lisnard, si je peux me permettre, juste redis tes tweets, enfin, tu vois, ne mets pas des pluriels là où il n'y a pas lieu d'en mettre. Bref, je trouve que c'est une insulte à la France, David, je te le dis. Mais aussi camé. Le tout avec l'argent des contribuables. Hashtag Hassan. Le hashtag Hassan me fume. Donc, camé, alors David Lisnard, vraiment, donc déjà, elle n'a pas été jugée positive et il me semble que Rima Hassan est en train de travailler à porter plainte contre un certain nombre de gens. Donc, j'espère, David, que tu as un bon avocat, car tu mérites d'être en bonne place sur la liste des gens qui vont se faire prendre par la patrouille à leur tour, cher David Lisnard. Mais en plus, ce discours, mais aussi camé, mais vraiment, mais elle fait sur les stupes. On est tellement à la rue. Tu sais, ça me rappelle Bruno Retailleau qui disait qu'il voulait faire la guerre à la drogue. T'avais des articles genre, oui, énorme prise dans le village de Trifouillé-les-Oies. On a récupéré 4 pieds de cannabis avec 300 grammes de cannabis dessus et tout. Mais vraiment, t'as envie de dire, mais les gars, vous avez l'impression que là, vous êtes en train de... C'est Retailleau qui disait, votre joint a le goût du sang. Et du coup, j'ai envie de dire, mais du coup, Bruno Retailleau, j'imagine que du coup, tu favorises l'autoproduction de cannabis. Du coup, parce que là, il n'y a pas le goût du sang. Tu vois. S'il y a des gens, ils font pousser ça dans leur jardin. Enfin, je sais pas. Et donc, je me permets de rappeler très vite fait. Alors, vous l'aviez dit dans la précédente, on a fait plusieurs contenus qui concernent les substances psychoactives, légales et illégales, car je vous rappelle que ce qu'on appelle drogue, ce sont les substances psychoactives illégales. Et il n'y a pas vraiment de raison objective de les classer du côté de drogue ou de non-drogue, à part le fait de dire que c'est légal ou pas légal. C'est de la drogue parce que c'est pas légal et c'est pas légal parce que c'est de la drogue. Mais si vous regardez la totalité des substances psychoactives qui existent, il y en a 4 qui sont classées parmi les plus dangereuses, on va dire, pour soi-même et pour les autres, à l'échelle de la société et tout. C'est l'héroïne, le crack, la meth. On n'a pas beaucoup de meth en France. Le crack, on en a de plus en plus. On en a beaucoup moins qu'en Amérique du Nord. Et quel est le 4e, à votre avis ? C'est l'alcool, les copains. C'est l'alcool. Donc, à l'Association des maires de France, ils ne laisseraient pas passer un message comme ça. Vraiment, voilà. Donc moi, j'ai envie de savoir, imaginons que quelqu'un, ce qui n'est pas le cas de Rima Hassan, mais imaginons que quelqu'un consomme de manière, on va dire, le week-end, je sais pas, de la MDMA, par exemple. Donc la MDMA, c'est une amphétamine interdite en France, qui est classée dans les stupéfiants et qui a un effet euphorisant, voilà, qui peut avoir des effets indésirables, comme à chaque fois qu'on prend des substances psychoactives de manière non contrôlée. Je rappelle que l'alcool tue 40 000 personnes en France chaque année, 40 000, donc c'est beaucoup. Soit de manière lente au fur et à mesure, des effets qu'il peut y avoir sur la santé à long terme, soit de manière immédiate. Par exemple, dans les étudiants en médecine de France, il y a un truc qui s'appelle le CRIT, où il y a des étudiants en médecine et des étudiants en pharmacie qui y vont chaque année. C'est une espèce de classe de neige pour étudiants en médecine et en pharmacie. Et il y a très régulièrement des décès au CRIT liés au coma éthylique. Voilà, je me permets de rappeler ça. Donc, moi, je pense pas qu'il faille interdire l'alcool. Je pense que quand on interdit quelque chose, c'est encore pire. C'est-à-dire que, du coup, c'est le marché noir qui s'en empare. En plus, on peut pas correctement éduquer les gens à consommer des psychoactifs de manière le plus sécure possible. Est-ce que David Lisnard considère que si quelqu'un, par exemple, prend de la MDMA le week-end, de manière contrôlée, etc., sans que ça ait de conséquences sur sa vie sociale, sur sa vie professionnelle, sur sa vie familiale, sans que ça ait de conséquences pour sa santé, etc. Parce que, bon, il y a des manières de prendre les produits qui sont plus ou moins sécures, correctement s'hydrater, faire attention au type de produit que tu prends, etc., etc., etc. Ce qu'on appelle la réduction des risques, qui est l'approche de base en addictologie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sait que, en fait, c'est mieux de faire ça. C'est-à-dire que plutôt que de dire « la drogue, c'est mal », il faut dire voilà quels sont les risques, voilà comment on consomme de manière le plus sécure possible. Et si vous perdez le contrôle de vos consommations, voilà comment on peut vous aider à gérer le problème. Et ça nécessite notamment d'investir un petit peu dans le système de soins pour avoir un accompagnement en addictologie correct. Mais ça, je crois que David Lisnard le met dans la broyeuse aussi. Donc du coup, je ne sais pas comment on fait pour s'en sortir et pour faire en sorte que les substances psychoactives aient le moins de conséquences délétères pour les personnes qui les consomment et pour les personnes qui sont autour. Et donc, voilà, ma question, David Lisnard, c'est est-ce que consommer du vin rouge à table le week-end, par exemple, ça ne mérite pas non plus de se faire traiter de camé? Voilà, c'est ma question. Parce que de manière absolument objective, avec les données qu'on a et tout, c'est bien plus dangereux que d'avoir du CBD dans son sac. Voilà. Eh bien, je le laisse ça pour la prochaine organisation d'événements avec les maires de France. Voilà, le vin rouge rend-il camé? Voilà, c'est. J'ai déjà, à mon avis, la réponse collégiale du truc. Quoi. Tout à fait. Voilà. Est-ce que vous êtes tous des gros camés, les gens qui buvaient du pinard à table? Voilà. Vraie question. C'est intéressant, juste je fais une petite parenthèse là sur Rima Hassan. Comme tu dis, elle a prévu de parler du procès. Donc là, forcément, quand tous les médias on parlait de Rima Hassan quand tout était faux.
Là, elle va sûrement faire un procès, mais nous, on va faire du lawfare inversé. C'est-à-dire, nous, on va parler quand elle va condamner des gens, voilà, parce que les médias n'en parleront pas. Donc, elle utilise la justice et nous, on va faire le dispositif des médias du lawfare, de condamner tous ces gens-là, de répéter justement à quel point ils ont menti. Et donc, en premier lieu, j'espère qu'il y aura Caroline Fourest dans le tas. Ouais, et moi, j'espère vraiment que David Lisnard va venir dans ma campagne, chez moi, où l'alcool a vraiment des conséquences gravissimes, hein. Se poser la question un petit peu de voilà, comment on fait pour sauver la France de ce produit stupéfiant extrêmement dangereux qui est l'alcool. Comment fait-on? Voilà. Donc, vous avez bien compris, hein, je fais du second degré, parce que, encore une fois, moi, je suis pas du tout pour la prohibition des substances psychoactives, quelles qu'elles soient, y compris l'alcool, parce que, en fait, la gestion serait pire, les conséquences pour les personnes seraient encore pires. Et d'ailleurs, les expériences de prohibition d'alcool qu'on a connues, notamment en Amérique du Nord, au début du XXe siècle, l'ont très, 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 très bien montré. Et je me permet de rappeler une dernière chose sur les substances psychoactives et après on passe à autre chose et ça va beaucoup intéresser David Lisnard, je pense. C'est que il y a aussi des substances psychoactives légales autres que l'alcool. Je pense aux substances psychoactives sur ordonnance particulièrement. Donc ça peut être les opiacés, ça peut être tous les médicaments psychotropes, etc. J'imagine que David Lisnard n'a jamais consommé une benzodiazépine pour s'aider à dormir, par exemple. Ça n'a jamais arrivé. J'imagine que David Lisnard ne connaît personne qui a été mis sous, je sais pas, sous antidépresseur, par exemple. Ça n'existe pas parce que c'est des substances psychoactives aussi, hein. Donc voilà. Je me permets de rappeler que le plus gros scandale sanitaire lié aux substances psychoactives actuellement dans le monde, c'est une substance psychoactive qui a tué 1,5 million de personnes sur 10 ans aux États-Unis. Et ce sont les opioïdes de synthèse, que sont par exemple le fentanyl ou l'oxycodone. Et c'est une catastrophe sanitaire qui est arrivée par la prescription médicale, parce que des lobbies pharmaceutiques ont corrompu à la fois les instances de contrôle du médicament et les prescripteurs, les médecins, pour prescrire n'importe comment des produits hautement addictifs. Et aujourd'hui, aux États-Unis, il y a des États dans lesquels on fait des cours aux enfants pour injecter l'antidote aux opioïdes à leurs parents au cas où ils fassent une overdose sur le canapé. Voilà dans quelle situation nous sommes. Et ça, c'est le résultat du marché privé qui a pour objectif de faire du pognon. C'est le même problème avec les alcooliers en France, hein. C'est littéralement le même problème. C'est le même problème avec plein de choses de l'industrie pharmaceutique. Donc voilà, j'ai une question, David Lisnard. Comment, si tu as vraiment à cœur que les gens ne soient pas camés, tu peux accepter que des substances psychoactives soient produites par de la puissance privée qui a des conséquences catastrophiques, qui corrompt les instances de contrôle, etc., qui corrompt les prescripteurs et qui est mené à 1,5 million de morts aux États-Unis en 10 ans. Pourquoi, David Lisnard, une fois que tu sais tout ça, ne milites-tu pas pour un service public de la production des substances psychoactives, car ce serait le meilleur moyen de pouvoir contrôler le type de produit que consomment les gens et de pouvoir contrôler les circuits de distribution et de pouvoir au mieux financer de la réduction des risques, de l'accès à des soins pour les gens qui en ont besoin, car je rappelle qu'il y a des usages qui ne sont pas problématiques et d'autres qui le sont. Voilà, David Lisnard, j'ai hâte d'avoir ton avis sur cette question. Tout à fait. Et donc, non, on va finir là-dessus. Donc, la proposition libérale, elle a fasciné, j'ai envie de dire. On a parlé de Fourest, historiquement, la menteuse des plateaux télé, Printemps républicain. Historiquement, dans le libéralisme, voilà, il y a Alain Minc, c'est vraiment un classico. Et il y a Jean-Marc Sylvestre, voilà. Quel banger. Alors, les copains, je sais pas, pour les plus jeunes d'entre vous, je pense que vous ne connaissez pas Jean-Marc Sylvestre, ou pas beaucoup. Mais Jean-Marc Sylvestre, pour vous dire, c'est un gars qui a fait des chroniques économiques le matin sur France Inter. Depuis avant ma naissance, je crois. Et le mec a récité le catéchisme néolibéral, mais en continu, comme ça, tous les matins sur France Inter. Pendant des années, moi, j'ai grandi, je vous jure, mes souvenirs d'enfance, c'était mon daron qui pétait un câble tous les matins sur la chronique de Jean-Marc Sylvestre. Et d'ailleurs, je confondais avec Gros Minet, tu sais, que je regardais le dimanche soir sur Sarcartoon. Je pensais que c'était la même personne. Je me disais, putain, mon daron, il s'énerve sur Gros Minet tous les matins. Après, Gros Minet est un gros droitard, donc ça fait chier. Ouais, c'est vrai, bref. Et donc, regardez sa tête, là, Jean-Marc Sylvestre, tu sais, il a vraiment une tête de dentiste dans les pubs. Tu sais, tu lui mets une blouse blanche, là. C'est vraiment un dentiste des pubs. Mieux, tu sais, les pubs pour coller le dentier, là. Tu sais, tu voyais, hop, on voyait la pub, tu sais, ça se met, hop, ça colle bien, là. Je sais pas, Dentogil ou je sais pas quoi, là. Ouais, c'est ça. Et donc, quand même, Jean-Marc Sylvestre, on va rigoler un petit peu, c'est pour finir cette capsule, parce que c'est un bonbon. Donc, un ultra-libéral, mais vraiment un zinzin, un gros zinzin. Et le mec a, pendant 20 ans, répété qu'il fallait la main invisible du marché, la main invisible du marché, la main invisible du marché. Tout ce qu'il a annoncé a été une catastrophe. Tout ce qu'il a prédit, tout ce qu'il a machin, ne s'est pas passé. Tous les trucs qu'il a préconisés ont eu des conséquences, mais désastreuses. Et le mec ne se remet pas en question, sauf dans 2 cas, et ça je me permets de vous le dire parce que je me suis sorti le wiki de Jean-Marc juste avant.
qu'on lance ça. Et sachez que Jean-Marc Sylvestre, donc, qui est pour une dérégulation totale, le code du travail, c'est de la merde, des machins, il faut pouvoir libérer les possibilités des entreprises en leur permettant de virer des gens plus facilement, etc. C'est vraiment ce gars. Mais sachez que il a menacé d'attaquer France Inter au prud'homme pour demander la requalification de ses multiples CDD en CDI. Oh ben, Ah bah tiens. Ah ben le code Jean-Marc, le code du travail, il a pas passé dans la broyeuse là. Du coup, merde, moi je pensais qu'il fallait flexibiliser Jean-Marc. Ouais. Je pense qu'il fallait que tu sois flexible sur croyais tes que le- chroniques à France Inter. Le CDI, alors ça empêchait de recruter parce que les gens ils Mais pouvaient pas oui. virer des gens et tout. Jean-Marc. Mais oui. Oh, Oh, Jean-Marc. bizarre. Voilà. Alors je te rassure mon Chris, les deux parties trouvent finalement un accord qui reste confidentiel. Oh oui. Donc on ne sait pas. On ne sait J'ai pas ce qu'il en est. petit- Et je un me petit permets billet. une petite citation de Jean-Marc Sylvestre que je vais te laisser commenter, mon Chris. C'est pour vraiment que vous voyez quel est l'état mental des gens qui pensent que David Lisnard est la solution pour la France. Vous allez voir un peu le niveau. Il y a Jean-Marc Sylvestre et il y a Sardoche. Pour ceux qui ne savent pas qui est Sardoche, on a fait une vidéo sur une sortie qu'il fait sur. C'est un espèce de gars qui joue à des jeux, qui est payé pour jouer à des jeux vidéo et qui pense qu'il est le plus gros cerveau de toute la France. Et là, en ce moment, je sais pas, il pète un peu un câble et tout. Il a décidé de parler de politique alors que bon, il n'a pas trop de niveau. Et on avait fait une capsule entière sur lui où il parlait d'immigration, de travail, etc. Vraiment, allez la voir, elle est très bien. On fait On beaucoup de reconnaît un gars pédagogie sur le travail dans le monde communiste, etc. Enfin, vraiment, allez la voir. On reconnaît un gars qui a pas le niveau, qui démarre. Il a dit qu'il allait lire pour pouvoir parler d'économie. Et en fait, il est d'accord avec le dernier livre qu'il lit. Donc c'est rare, il tweet. Dès qu'il lit un livre, il dit ah, ce livre-là, c'est vraiment bien, il a vraiment raison. Et après, il lit un autre livre, il dit ah, mais non, c'est celui-là qui a raison en fait. Tu vois, c'est vraiment. Ça, c'est hilarant, ça. C'est Sardoche, quoi. Il est fan de Thomas Sowell, évidemment, comme Mos Majorum. Voilà. Allez On vous voir les parlera vidéos de. avec Mos Majorum, ça, c'est- Ouais, on vous parlera de Thomas Sowell plus en Oh détail oui. un jour. C'est vraiment un gros débile. Hein. C'est David Lisnard à côté, c'est Einstein. Thomas Alors. Sowell, c'est vraiment une arnaque, quoi. C'est Ouais, vraiment, ouais. si vous dépensez 1 euro pour ça, mais vous êtes fait arnaquer, quoi. C'est Vous chaud. êtes Sardoche, quoi. Voilà. Bref. Donc, citation de Jean-Marc Sylvestre. Attention, la date est importante. C'est un entretien à VSD le 20 janvier 2005, les copains. Et si vous avez un petit peu la frise chronologique de la politique française en tête, vous savez que le 20 janvier 2005, c'est juste avant le vote pour le référendum sur le traité constitutionnel européen, où la totalité des médias, alors Jean-Marc Sylvestre en première ligne, Ah oui. évidemment, était pour le oui, c'est-à-dire qu'on se faisait matraquer la gueule et tout. Et le non a gagné à 55%. Ça a été le début de la fin des Jean-Marc Sylvestre. Hein. C'est là où on voit les néolibéraux. Ah ouais. C'est-à-dire qu'ils ont dans une espèce de truc, ils veulent moins d'État, moins de machin, et ils te fabriquent l'Union européenne, qui est une accumulation de traités de papier. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, c'est. Tout Moi, à la j'aurais- broyeuse, Chris. J'aurais Tout bien à la aimé broyeuse. que, tu sais, genre, hop, et qu'ils disent le traité de Lisbonne à la broyeuse. Lisnard, là, on aurait vu un petit peu si c'était courageux, quoi. Mais non, parce que Jean-Marc Sylvestre, ça lui aurait pas plu. Donc, citation, attention, de Jean-Marc Sylvestre. Le libéralisme n'est pas une construction intellectuelle comme le marxisme. Le monde a été créé ainsi. Voilà. En fait, Dieu est arrivé. Au Il a créé 5e la jour. terre, les plantes, le ciel, les étoiles et le libéralisme. Et puis, C'est ça. pouf, ça ne marche Alors, comme ça. moi, j'ai fait cater quand j'étais petit. Zoé a pas fait cater, donc Non. elle sait pas. Voilà. Mais ouais, non, au 6e jour, au 7e, il se repose, mais au 6e jour, il a dit vous entretiendrez la concurrence libre et non faussée. Oui, c'est mais dans, oui. c'est dans la Genèse, c'est dans le Pentateuque, là, voilà. Donc, Ouais. surtout, il a dit ça, Dieu, je crois. Au caté, moi, c'est ce qu'on m'a enseigné, en tout cas. Mais- Alors, je continue parce que la citation n'est pas finie. C'est le meilleur système. La guerre économique fait moins de victimes que les guerres militaires ou religieuses. Oh, ben Jean-Marc, alors en plus, c'est vrai que Jean-Marc, c'est particulièrement fin ce que tu viens de dire parce que jamais aucune guerre militaire ou religieuse, alors vraiment, il va falloir qu'on parle de ce que veut dire guerre religieuse, n'a été motivée par des contraintes économiques. Ouais. Ça n'est jamais arrivé. Non. Mais C'est vrai, vraiment, c'est vrai. ces Ouais, deux mais- choses sont totalement séparées. Là, par exemple, Trump, il va taper l'Iran pour des raisons uniquement intellectuelles, en fait. Il n'y a pas du tout d'enjeu économique sur le pétrole, etc. Ça n'existe pas dans la Non. tête de Jean-Marc Non, Sylvestre. non, non. Mais en fait, c'est trop bien d'être libertarien parce que vraiment, le monde est tellement plus facile. C'est vraiment, mais t'as pas à te prendre la tête, tu réfléchis. Quoi, 4 secondes, tu sais, pour savoir quel est le meilleur chemin pour aller aux toilettes, quoi. Et le reste du temps, tu ne réfléchis jamais. Et c'est, enfin, vraiment, ce monde est incroyable, quoi. Le libéralisme est inscrit dans la nature humaine, parfois violente et injuste. Fin de la citation. Moi, je suis désolée, mais je lis ça, je me dis, mais quel est l'avis de ce grand intellectuel sur David Lisnard? Non, mais Peux-tu nous dire, Chris? c'est vraiment le fétichisme de la marchandise. C'est des gens Ah qui bah. sont persuadés. Marx en parle parfaitement. Tu sais, il montre comment c'est de l'ordre du religieux.
Et donc, ce qui est religieux est naturel. L'appel à la religion n'est jamais fait pour être vendu comme une construction sociale. Personne nous dit « Croyez en Dieu, c'est une construction sociale mais et historique, mais du coup, il faut quand même s'y soumettre. » Non, justement, Dieu est là pour être naturel. Et vraiment, ces gens-là ont tué Dieu, enfin le Dieu historique des religions, pour en faire un nouveau. Mais alors, il y a la phrase de Marx qui dit si Dieu existe, tant mieux pour lui. À la fin du 17e, du 18e, les considérations de Dieu, c'est des considérations métaphysiques, il est souvent absent, c'est ce qu'on appelle la pensée tragique et tout. Mais là, vraiment, c'est un Dieu horrible qu'ils ont créé. Parce que c'est un Dieu qui, tous les jours, s'abat sur ta gueule, quoi, le Dieu libéral, tu vois. Enfin, il est 1000 fois pire que le Dieu des religieux, quoi. Enfin, c'est vraiment une construction horrible. Et c'est le fétichisme de la marchandise incarné. Il n'y a pas mieux que la phrase que tu viens de citer. Il faut la garder, celle-là, pour illustrer le fétichisme de la marchandise. C'est vraiment fou. Et donc, pour terminer ce petit tour de David Lisnard, après qu'on est plongé dedans, on fait le tour autour, nous allons citer une dernière citation de Jean-Marc Sylvestre, mais qui, celle-là, est très récente, car elle date du 2 avril 2026, il y a quelques jours. Et il dit, dans Atlantico, journal de con, hein, il y a du Pompidou chez Lisnard. Moins d'État, non pas pour faire plaisir à la BCE, mais pour donner de la liberté aux chefs d'entreprise et créer de la valeur. Mais oui, mais c'est vrai ça, Jean-Marc, que jamais personne n'a eu cette idée. Oh là là. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, ce qui est bien, c'est que moins d'État, non pas pour faire plaisir à la BCE, mais pour donner de la liberté aux chefs d'entreprise et créer de la valeur, c'est-à-dire faire plaisir à la BCE. C'est littéralement ce que demande la BCE, hein, de créer de la valeur et d'enlever des impôts. Voilà, donc tu peux le tourner dans tous les sens. C'est la même chose, quoi. Ah, ces gens sont fantastiques. Écoute, voilà. Jean-Marc, il pense que c'est la nature humaine, le libéralisme. Il n'a pas trop compris les choses. Alors, on finit en rigolade parce que les libertariens aiment les crypto-monnaies, les bêtes, les tout trucs comme ça, voilà, les paris. Et donc, ils s'amusent en ce moment à Polymarket. Alors, on vous en reparlera de Polymarket parce qu'on débunk des sondages, etc. Mais on va débunker aussi Polymarket. Et donc, dans Polymarket, on peut parier sur qui va gagner. C'est une plateforme de paris en ligne. Alors, je rappelle, Chris, quand même, il faut toujours faire ça quand on parle de paris en ligne parce que c'est chaud. On a parlé d'addiction tout à l'heure. On a parlé d'addiction à des substances psychoactives, etc. Mais je rappelle qu'on peut consommer des substances psychoactives sans avoir d'addiction qui est liée. Et à l'inverse, on peut avoir une addiction sans que ça soit une substance psychoactive. Et en termes d'addiction extrêmement destructrice pour la vie des gens, il y a l'addiction au jeu d'argent qui active des circuits de dopamine, etc., qui sont très puissants. C'est vraiment des trucs qui ont des conséquences sur la vie de certaines personnes qui sont absolument catastrophiques, c'est-à-dire des gens se retrouvent surendettés, perdent leur boulot, perdent leur baraque, perdent leur famille. Enfin, c'est vraiment, si on veut s'attaquer à des trucs qui ont des conséquences graves sur la vie des gens, il y a les jeux d'argent. Mais sachez que les libertariens qui, eux, ne se calment pas, hein, évidemment, mais boivent un petit peu de rouge le week-end, mais ça compte pas. C'est pas pareil, c'est totalement différent. J'ai perché ça. Ils aiment bien aussi parier, et donc si vous voulez savoir comment votent les liberteubés de droite, eh bien, vous allez sur Polymarket. Voilà. Comme ça, vous avez une idée un petit peu de. Alors, bon, ils représentent pas beaucoup de la population. Je sais pas, c'est quoi. Mais c'est intéressant. 1%. Ouais, c'est ça. C'est intéressant pour eux à quel point, genre. Alors, ils regardent aussi, je pense, des sondages parce qu'ils font des. Tu vois, c'est pas que leur opinion, c'est ça qui est intéressant, c'est leur opinion plus la façon dont ils anticipent comment ça va gagner. Donc, leur boss, c'est Édouard Philippe dans Polymarket. Bien sûr, évidemment. Il est revenu, là, il est en train de rebaisser, mais ça, c'est depuis qu'il a gagné au Havre et tout. Tu vois, on voit la courbe là. Jordan est en train de baisser. Et ça, c'est parce que les libertariens commencent à écouter trop l'appât du team. Tu te rends compte que Jordan, le LO phénoménal, comme on l'appelait, dans Polymarket, était à 36% à un moment. Et maintenant, il est à 20%. Tu vois, les gens écoutent l'appât du team, ils disent putain, ils m'ont mis le doute ces bâtards avec leur analyse et tout. Voilà, donc vraiment, il est en train de se faire exploser au phénoménal là. Ensuite, on a Marine Le Pen à 8. On a Villepin qui est à 7. Donc on voit que c'est des gens de droite, tu vois. Ah, un petit Jean-Luc là, à 7. Tu vois, on a du trader un peu, tu vois. Ça, c'est pour ça que Jean-Luc, il est pas tout à fait dans les partis prolétariennes. Il a un petit peu des cadres, des ingés là, qui vont sur Polymarket, donc 7%. Non, tu sais, qui se font peur, qui se disent mais c'est vrai que ce pays est en perdition de toute façon. Comme il y a beaucoup trop de dépenses publiques, les gens sont habitués à pas payer leurs soins et ça les fait voter à gauche et c'est horrible. Peut-être que Jean-Luc Mélenchon va arriver au pouvoir. C'est ça. Il y en a des comme ça, ouais, t'as raison. Et puis après, il y a David Lisnard à 6 et David là, voilà. Donc là, alors là, Sardoche, il a acheté plein d'actions Polymarket qui fait monter, voilà. Ouais. Et alors Sardoche, il est marrant parce que c'est typiquement le fétichisme de la marchandise. Il a posté Polymarket en disant regardez, il remonte. Mais t'es là, mais Sardoche, c'est toi qui as acheté des trucs qui font que la courbe elle monte en fait. Sardoche, donc c'est quand même le gars dans les 1% les plus intelligents, mais
il achète des actions Lisnard de Polymarket qui font monter la courbe Lisnard et il dit aux gens « Regardez, la courbe monte, ça prouve que j'ai raison. » Non, ça prouve juste que t'as acheté des actions, voilà. Et d'autres ont fait comme toi, parce qu'il y a effectivement des gens plus bêtes que toi, c'est d'ailleurs les gens qui croient que t'es vraiment dans les 1% les plus intelligents et qui s'alignent sur ta vision. Voilà. Et ça, tout pareil, les fétichistes de la marchandise, c'est des types, ils croient que la courbe des actions, et c'est pareil, là c'est intéressant pour les élections, mais c'est pareil pour les matières premières et tout, c'est des gens, ils passent leur temps à acheter, à vendre, c'est-à-dire ce qui fait que les courbes montent et descendent, et ils disent « Ah non, mais ça n'a rien à voir avec ce que je fais, c'est la courbe qui est montée et descendue, et c'est pour ça que j'ai vendu et que j'ai acheté. » Non, mais si tu l'as fait quand la courbe commence à redescendre, c'est que tu as des copains qui l'ont fait quand elle était déjà en haut, tu vois. Enfin, vraiment, c'est une catastrophe. Le fétichisme de la marchandise, c'est des gens, vous voyez, qui confondent les causes et les conséquences, qui ne comprennent pas que la courbe est la résultante de leurs actions, qui croient juste se soumettre au dieu la courbe des tendances, et donc que la courbe agit toute seule et que eux ne font que y répondre. Et c'est absolument parfait. C'est trop bien, hein, c'est trop bien. En vrai, ça a l'air trop bien leur pays, là, le pays de oui-oui des libertariens. Ça a l'air tellement simple la vie là-bas, putain. Franchement, parfois je me dis, ça doit être bien. Comme tout pays où il y a un démiurge auquel tu crois, tu vois, c'est facile. C'est ça. Bon, sur ce, les amis, il me reste à vous suggérer d'aller écouter enfin le podcast des voix de l'exploitation qui est enfin sorti. Les copains, c'est un banger. Le premier épisode est sorti. Il est accessible sur les plateformes de podcast, mais il est aussi accessible sur YouTube, sur la chaîne de Position Revue. Le premier épisode, ça traite une jeune femme qui vient nous parler de son expérience d'exploitation dans la restauration. Une expérience d'exploitation qui commence alors qu'elle est mineure et qu'elle est non déclarée. Elle parle de plein de choses absolument passionnantes et à la fin, ça parle de comment s'organiser pour la lutte dans le milieu de la restauration. D'autres épisodes vont arriver, ils sont déjà dans les cartons. Vraiment, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va arriver. On est très très fiers du résultat. C'est très réussi, on trouve, que ce soit en fond ou en forme. Et je me permets aussi de dire que si vous voulez nous écrire vos chroniques de l'exploitation, vous pouvez les envoyer à la revue Position Revue à l'adresse mail contact@position-revue.fr car nous attendons de nouveau des chroniques de l'exploitation. On adore vous lire, donc vraiment, allez-y. Et même si vous n'êtes pas hyper à l'aise avec l'écrit, contactez l'équipe, on peut vous aider. Si vous voulez aussi faire partie des voix de l'exploitation et participer au podcast, c'est aussi à cette adresse que ça se passe. Je me permets aussi de vous rappeler que nous avons des formats qui sortent sur la chaîne On ne veut plus, qui sont d'énormes bangers, vraiment allez voir ça également. La semaine dernière, normalement quand vous verrez cette vidéo, ça sera une interview de Alex, un militant de LJR, la Ligue de Jeunesse Révolutionnaire, qui se prend un niveau de pression judiciaire qui ne cesse de se faire foutre en procès pour des questions d'apologie du terrorisme, car il ose des prises de parole qui sont très claires sur l'anti-impérialisme. Vraiment, Alex prend super cher. Ils ont organisé des choses pour essayer de lui empêcher de vivre sa vie, hein, littéralement, de pouvoir travailler, de pouvoir aller militer, etc. Enfin, c'est un scandale ce qui se passe. Donc vraiment, allez voir l'interview d'Alex et allez vraiment le soutenir. C'est hyper important. Le camarade Alex et nous, on est clairement derrière toi. Force à toi, camarade, vraiment. Et vous pouvez bien sûr aller aussi soutenir le travail de l'association sur le Tipeee qui est en barre de description. Ce qui nous aide le plus, c'est quand vous faites des dons récurrents. Merci beaucoup à ceux qui le font déjà. Vous pouvez aussi faire des dons ponctuels si vous le souhaitez. Vous pouvez aller suivre nos réseaux Insta, Twitter, aller voir tout ce que fait La Brèche. Vous préparez à la nouvelle campagne de La Brèche qui arrive avec des affiches qui vont être incroyables. Je ne sais pas encore au moment où ça va sortir si je peux vous en parler ou pas. Donc voilà, vous êtes teasés. Et sur ce, les amis, il me reste à vous dire à plus tout le monde. Salut. Salut les gens.